Convié au réveillon pour m'humilier, ma famille m'a traité de raté. J'ai souri et suis parti discrètement. Une semaine plus tard, le chalet était vendu, les comptes clôturés. Les relevés bancaires sont arrivés. Je m'appelle Claire Holloway. J'ai 29 ans et, le dernier soir de l'année, j'ai accepté une invitation à dîner que j'aurais dû jeter directement à la poubelle. L'enveloppe était épaisse, couleur crème, avec cette élégance désuète que les gens riches utilisent pour rendre leur cruauté plus distinguée. Elle est arrivée dans mon appartement à Lyon sans mon manuscrit, sans chaleur, juste une carte imprimée m'invitant au réveillon dans la propriété familiale en Haute-Savoie. J'ai fixé l'enveloppe pendant un long moment, car mon corps se souvenait avant mon esprit. Cette maison avait cette façon de me sourire tout en aiguisant un couteau dans son dos. Je me suis dit que je n'étais pas obligé d'y aller. Je me suis dit que j'étais trop occupé, trop fatigué, trop mûr pour continuer à entrer dans des pièces où l'amour était toujours conditionné à une évaluation de performance. Mais j'ai commis l'erreur que je faisais toujours avec eux. J'ai laissé une petite étincelle d'espoir stupide survivre. Peut-être voulait-il juste un dîner paisible? Peut-être que, cette fois, je ne serais pas traité comme le défaut de fabrication de la famille exhibée pour la comparaison. Puis je me suis souvenu d'avoir 23 ans, debout dans cette même verrière, alors que tout le monde portait un toast à la promotion de ma sœur, et que mon père me demandait, devant 12 personnes. Si fouiller dans les dossiers de succession était un vrai métier ou un hobby que j'allais finir par abandonner. J'y suis allé quand même. J'ai mis une robe noire, attaché mes cheveux, et j'ai conduit dans le froid, la mâchoire serrée avec une pensée que je ne pouvais chasser. S'ils m'avaient invité par pitié, alors ils avaient très mal évalué ce que j'étais capable d'emporter avec moi en quittant cette maison. Lorsque je suis arrivé dans la longue allée gravillonnée, le ciel prenait déjà cette couleur bleue hivernale qui rend les demeures luxueuses si théâtrales. La verrière se dressait à côté de la maison principale, comme une boîte à bijoux conçue pour impressionner les étrangers. Murs de verre, charpente en fer, et une douce lumière dorée réchauffant les rangées d'orangers en pot. Cela aurait dû être magnifique. Pour moi, cela ressemblait à une exposition de musée pour chaque humiliation que j'avais appris à avaler en gardant le dos droit. Dès que je suis entré, l'odeur m'a frappé, écorce d'orange, romarin, cire de bougie et la pointe subtile du bois ciré. Cette odeur traînait derrière elle une centaine de mauvais souvenirs. J'ai confié mon manteau au personnel, et avant même d'avoir pu m'installer, je l'ai senti. Ce changement familier dans l'air, le moment où une famille décide que l'intruse est arrivée et que la soirée peut vraiment commencer. Mon père, Richard Holloway, se tenait près du bout de la table, un verre à la main, avec cet air qu'ont les hommes comme lui lorsqu'ils ont passé toute leur vie à confondre autorité et caractère. À côté de lui se trouvait ma jeune sœur, Vivien, drapée dans de la soie crème, rayonnante de cette confiance qui ne vient que de ceux qui n'ont jamais eu à douter de leur place dans une pièce. Elle m'a vu la première. Son sourire est apparu instantanément. Beau et vénéneux. Cla, a-t-elle dit, étirant mon prénom juste assez pour en faire une plaisanterie. Tu es vraiment venu. Les invitations impliquent généralement la présence, ai-je répondu, car j'avais appris depuis longtemps que dans cette famille, si vous n'arriviez pas armé de sarcasme, vous arriviez enseignant. Mon père m'a observé lentement, sans grossièreté apparente, juste assez pour me rappeler que, dans son esprit, j'étais toujours en cours d'évaluation. Bien, a-t-il dit. Un instant, j'ai cru que Lyon avait enfin appris à éviter les situations perdues d'avance. Était son don. Il ne criait jamais le premier. Il préférait la précision. Vivien a ri doucement, comme si le trait d'esprit le méritait. Autour d'eux, quelques invités ont souri dans leur verre en faisant semblant de ne rien remarquer. C'était une autre spécialité des Holloway, la cruauté publique étouffée par des manières privées. Le dîner était parfaitement orchestré, bien sûr, linge blanc, lumière des bougies reflétées dans le cristal, une longue table obligeant chacun à regarder vers son centre, où mon père trônait comme s'il présidait un conseil d'administration plutôt qu'un repas de fête. Je me suis assise et me suis forcé à respirer lentement. Pourquoi est-ce que je m'infligeais encore cela? Pourquoi m'asseoir avec des gens qui, pendant des années, ont traité chacune de mes réussites comme une erreur de saisie? Mais même en me posant la question, je connaissais la réponse, parce que certaines blessures ne vous tiennent pas prisonnière par la douleur, mais par le souvenir des miettes d'approbation que vous continuez d'espérer obtenir si vous survivez à un dîner de plus. La première demi-heure s'est déroulée comme toujours, champagne, bavardage, affection performative. Vivien a décrit une campagne qu'elle venait de mener pour une marque de luxe,
l'une de ces entreprises qui vendent de l'insécurité dans des emballages plus jolis. Mon père a expliqué à la table à quel point il était fier de ses instincts, de son raffinement, de son sens des affaires. Puis, ses yeux ont glissé vers moi. « Et Claire, dit-il en levant son verre. Toujours dans les archives et les greniers, a sauvé la réputation de collectionneur mort. Quelques personnes ont gloussé poliment. J'ai posé ma fourchette et ai croisé son regard. C'est de la recherche en provenance, ai-je dit. Cela empêche les musées d'exposer des œuvres volées et des histoires falsifiées. Donc, oui, je fais toujours un vrai travail. Vivien a penché la tête. Cela semble toujours noble quand tu le dis vite. Le rire cette fois était plus léger, plus facile. Ils étaient en train de s'échauffer. C'est là que j'ai compris, avec une clarté absolue, que je n'avais pas été invité pour renouer. J'avais été invité pour compléter le tableau. J'étais le contraste, la mise en garde, l'ombre qui permettait à Vivien de briller davantage. Et le pire, c'est que sous la table, mes mains étaient froides, non par faiblesse, mais parce qu'une part de moi détestait la facilité avec laquelle il pouvait me ramener à ce vieux rôle. Pourquoi devais-je encore sourire alors que chaque nerf de mon corps voulait se lever et partir? Parce que je n'étais pas encore prête. Pas avant de savoir exactement à quel point il pensait encore me posséder. La véritable cruauté a commencé au dessert, car à ce stade, mon père avait assez de vin dans le sang pour s'amuser et assez de public pour vouloir faire son numéro. Une tarte au chocolat noir a été déposée devant nous, et Vivien venait de terminer une histoire sur un week-end privé en Suisse, quand mon père s'est penché en arrière et m'a regardé droit dans les yeux. « Tu sais, a-t-il dit, nous ne t'avons invité que par pitié. J'ai dit à Vivien que cela ferait mauvais genre si nous commencions l'année sans t'inclure au moins une fois. » Le silence s'est abattu sur la table, tranchant, stupéfié, puis immédiatement couvert par le mauvais genre de rire. Celui qui survient quand les gens ne savent pas s'ils sont autorisés à être horrifiés, alors ils optent pour l'amusement. Vivien n'a pas hésité. Elle a levé son verre en souriant dedans. « Ne reste pas longtemps, a-t-elle dit avec légèreté. Je sais que ce niveau de succès doit être épuisant à observer de si près. Voilà la ligne tracée, pire encore en personne à cause du détachement avec lequel elle l'avait délivré. J'ai senti quelque chose en moi devenir étrangement immobile, pas brisé, non, juste très, très clair. Mon père avait l'air satisfait de lui. On ne peut pas nous blâmer de nous inquiéter, a-t-il poursuivi. Chaque famille a un enfant qui confond indépendance et dérive. Cette phrase aurait pu m'atteindre un an plus tôt, peut-être même 6 mois avant. Mais j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à construire des choses silencieuses, des connaissances, une propriété juridique, une histoire soigneusement documentée pour laisser 2 personnes peu sûres d'elles me convaincre que j'étais celle qui n'était pas aboutie. Alors, au lieu de tressaillir, j'ai souri. Pas chaleureusement, ni amèrement, juste assez pour faire plisser les yeux de Vivien. Ce qu'aucun des deux ne comprenait, c'est que le chalet dont elle venait de parler en Suisse, avec désinvolture et possessivité, comme s'il faisait partie du catalogue familial, ne leur appartenait pas. Il ne leur avait jamais vraiment appartenu. Ma grand-mère me l'avait légué spécifiquement, car elle savait exactement quel genre de personne était son fils et sa petite-fille quand personne ne regardait. Elle disait, la seule personne dans cette famille qui connaît la valeur des choses est celle que personne ne prend la peine de flatter. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de livres, de tableaux et de meubles. Des années plus tard, j'ai réalisé qu'elle parlait de levier. Ce chalet était devenu une scène pour eux deux. Mon père y organisait des week-ends d'affaires discrets, le présentant aux investisseurs comme une extension de sa stabilité. Vivien l'utilisait pour des retraites de marques privées et des rassemblements d'influenceurs sur invitation, du genre qui semblait sans effort en ligne, mais cachait une logistique proche de la crise de panique en coulisses. Aucun des deux ne payait les impôts. Aucun des deux ne gérait l'entretien. Aucun des deux ne semblait particulièrement intéressé par les termes juridiques qui faisaient de cet endroit le mien. Ils se souciaient seulement du fait que j'avais été assez silencieuse pour les laisser agir comme si l'héritage dépendait de la personnalité. Alors, pendant qu'il continuait à parler, pendant que mon père comparait la vraie ambition de Vivien à ce qu'il appelait mon goût pour l'obscurité, j'ai cessé d'entendre des insultes pour commencer à entendre des preuves. Chaque remarque cinglante prenait sa place comme un dossier classé. Chaque supposition qu'il faisait sur ma faiblesse devenait utile. Puis Vivien s'est penché vers moi, baissant la voix juste assez pour que ce soit pire. « Sois honnête, Claire, a-t-elle dit. Ça ne t'embarrasse jamais ?
D'entrer dans des pièces comme celle-ci en sachant que tu ne seras jamais la personne que tout le monde attend réellement? Cela m'aurait détruite autrefois. Au lieu de cela, je l'ai regardé et j'ai pensé, tu n'as aucune idée de la dépendance de ta vie vis-à-vis de choses que tu n'as jamais pris la peine de comprendre. Tu serais surprise, ai-je dit. Mon père a lâché un court rire. Ça ressemble presque à une menace. Non, ai-je répondu en levant ma cuillère pour prendre enfin une bouchée de dessert, juste observateur. Pour la première fois de la soirée, aucun d'eux n'a parlé immédiatement. C'était infime, mais je l'ai senti. La première micro-fissure dans leur certitude. Et à cet instant, j'ai pris ma décision, complètement, sans la tiédeur du doute. J'en avais fini avec le rôle du sacrifice familial disposé de façon décorative au bord de la table. Si les personnes les plus proches de moi voyaient ma compétence comme une menace, alors il était peut-être temps qu'elles apprennent ce qui arrive quand cette menace cesse d'être polie. Que faites-vous quand les personnes qui partagent votre sang ne voient pas votre succès comme quelque chose à célébrer, mais comme un outil à utiliser jusqu'à ce qu'elles puissent vous humilier à nouveau? Je connaissais déjà ma réponse, vous arrêtez de demander à être aimé correctement. Vous commencez à fermer des portes légalement. J'ai quitté la table au moment où le café était servi. Pas de façon dramatique. Je n'ai pas jeté de serviette. Je n'ai pas annoncé ma peine. Je me suis simplement levé, je me suis excusé et j'ai marché vers la bibliothèque sombre qui reliait la verrière à la maison principale. La pièce était presque totalement calme, éclairée seulement par une paire de lampes en laiton et la lueur mourante de la cheminée. C'était la seule pièce de cette maison qui m'avait toujours semblé honnête. Peut-être parce que les livres sont moins épuisants que les gens qui ont appris à sourire tout en vous diminuant. Mon téléphone était déjà en main avant même que je m'assoie. J'ai appelé Daniel Mercé, la seule personne en dehors de mon thérapeute qui savait exactement à quel point ma relation avec cette famille était devenue enchevêtrée. Daniel n'était pas de la famille, pas un ex-petit ami, rien de compliqué. Juste mon ami le plus proche depuis l'université, devenu avocat spécialisé en succession à Paris, celui en qui j'avais confiance quand j'avais besoin à la fois de compassion et d'une lucidité terrifiante. Il a décroché à la deuxième sonnerie. On dirait que tu appelles depuis l'intérieur d'un polar très coûteux, a-t-il dit. Je suis au dîner du réveillon, ai-je répondu. C'est si grave? Ils m'ont invité pour m'humilier en personne. Alors oui, sa voix s'est adoucie instantanément. Raconte-moi. Je l'ai fait. Pas tous les détails, juste assez. La phrase sur la pitié. Le ricanement de Vivien. Mon père faisant de moi le divertissement d'après-dîner. Quand j'ai eu fini, il y a eu un court silence. Puis, le genre de question prudente que seul quelqu'un qui vous connaît vraiment peut poser, qu'est-ce que tu essaies de ne pas dire, Claire? J'ai regardé vers la fenêtre. Au-delà du verre, je pouvais voir les formes sombres des branches d'hiver nues bouger contre la nuit. Je veux vendre le chalet, ai-je dit. Là, prononcé à voix haute, cela semblait à la fois brutal et sain. Daniel ne s'est pas précipité pour combler le silence, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles je lui fais confiance. Parce qu'il a de la valeur, a-t-il fini par dire, ou parce que c'est le dernier endroit dans cette famille qui fait encore mal quand on pense à le perdre? Cela a frappé exactement là où il fallait. Le chalet était le dernier endroit où j'avais été heureuse avec eux ou peut-être plus précisément, heureuse avant de les comprendre. Ma grand-mère m'apprenant à fendre du bois de chauffage. Les matins d'été sur le ponton, les livres empilés près de la fenêtre. Un monde qui semblait simple parce qu'elle était encore là pour qu'il le reste. Le vendre, c'était lâcher prise sur bien plus qu'une propriété. C'était accepter que la nostalgie n'est pas une stratégie et que la mémoire n'est pas une défense juridique. Je crois, ai-je dit lentement, que je suis fatigué d'utiliser le sentiment pour subventionner des gens qui m'humilieraient pour le sport. Ça, a dit Daniel, ça ressemble à la première chose honnête dite ce soir. J'ai lâché un souffle qui a presque tourné au rire. Puis-je le faire rapidement? Oui, a-t-il dit, surtout parce que c'est net. Le titre est à toi. Pas partagé. Pas de complications de fiducie. La question n'est pas de savoir si tu peux. C'est de savoir si tu es prête pour ce qui arrivera quand ils réaliseront que tu es sérieuse. J'ai pensé au visage de mon père quand il a dit qu'il m'avait invité par pitié. À l'expression de Vivien quand elle a demandé si j'étais embarrassé d'exister près d'eux. Je pense qu'ils confondent l'accès et le droit depuis très longtemps. Ce n'est pas une réponse. Ça le devient ce soir.
Il est resté silencieux un moment, puis est passé en mode professionnel. Nous avons discuté de ce qui importait. L'acheteur que Daniel connaissait et qui cherchait une propriété privée en Suisse sans faire de bruit. La possibilité d'une vente rapide si j'étais prête à fixer un prix pour la rapidité plutôt que pour le sentiment. Le problème secondaire, presque aussi important que le premier, les comptes de dépenses joints toujours liés à mon nom par commodité. Les cartes que mon père et Vivien utilisaient pour les fournitures du chalet, les services publics, les remboursements d'événements, tout cela transitant par des structures qui le remarquaient à peine car j'avais toujours nettoyé les bords. Daniel m'a rappelé que je pouvais fermer ce qui était à moi. Pas détruire, pas falsifier. Fermer. Quand j'ai raccroché, je suis resté là, le téléphone dans les mains, et j'ai senti le deuil traverser mon corps comme une vague nette. Ce n'était pas l'excitation de la vengeance. C'était la douleur de choisir enfin la liberté au détriment du dernier objet qui me reliait encore à la version de la famille en laquelle j'avais voulu croire. Brûleriez-vous le dernier pont menant aux personnes qui vous ont blessé si cela signifiait que vous n'auriez plus jamais à ramper pour revenir? Je ne savais pas ce que les autres choisiraient. Je savais seulement ce que j'allais choisir. Je me suis levé, je suis retourné dans la verrière et je les ai trouvés exactement là où je les avais laissés. Détendu, diverti, insouciant. Mon père a levé les yeux le premier. « Te voilà » a-t-il dit. « On pensait que tu avais fui. »« Non » ai-je dit en m'asseyant avec un calme qui m'a surprise moi-même. J'avais juste besoin d'une pièce calme pour prendre une décision. Vivien m'a gratifié d'un sourire ennuyé. « Doit-on s'inquiéter » Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit « oui ». La pièce a changé instantanément. Pas parce que j'ai élevé la voix. Je ne l'ai pas fait. Mais parce qu'il existe certains tons que les gens ne reconnaissent que lorsqu'ils ont passé leur vie à abuser de tons plus doux. Mon père a posé son verre. Le sourire de Vivien est resté en place une seconde de trop, puis a glissé. « Qu'est-ce que c'est censé signifier au juste » a demandé mon père. J'ai plié ma serviette et l'ai posée à côté de mon assiette. Ça signifie que je vends le chalet. Si j'avais jeté une allumette allumée sur la nappe, la réaction n'aurait pu être plus immédiate. Vivien a inspiré brusquement. Toute la posture de mon père s'est raidie. L'un des invités a détourné le regard, comme si le contact visuel pouvait le rendre complice. Ce n'est pas drôle, a dit Vivien en premier. Et ce qui m'a frappé le plus n'était pas la colère. C'était la peur. Je ne plaisante pas, mon père s'est penché en avant, la voix basse et dangereuse. Ce chalet est une propriété familiale. Non, ai-je dit. C'est une mythologie familiale. Légalement, il est à moi. Il a ouvert la bouche pour protester, mais il savait qu'il valait mieux s'abstenir. Il avait signé les documents de succession. Il avait vu l'acte de propriété. Il avait juste passé des années à agir comme si la confiance pouvait remplacer les actes officiels. « Tu n'oserais pas » a-t-il dit. Cette réplique m'a presque fait sourire. « Tu n'oserais pas » comme si le courage était encore la question. « Je l'ai déjà fait » ai-je répondu. « J'ai passé l'appel ce soir. » Vivien s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé le sol. « Claire, arrête. Arrête d'être folle pendant 5 secondes et réfléchis. Cette propriété n'est pas juste un actif au hasard. Des gens y ont des réservations. J'ai des clients au printemps. Alors peut-être, ai-je dit, aurais-tu dû y réfléchir avant de traiter la propriétaire comme une mascotte de la famille que tu pouvais humilier en public. » Mon père s'est levé plus lentement, mais il était plus en colère que Vivien, d'une manière plus froide, ce qui le rendait plus dangereux. « Tu es une petite idiote vindicative, » a-t-il dit. « Tu as la moindre idée de ce que tu es en train de saboter ? Enfin, la voilà. Pas le chagrin, pas l'indignation pour des souvenirs perdus. L'argent. Un montage financier, ai-je demandé. Son expression a changé juste assez pour confirmer mes soupçons. J'avais supposé, sans savoir. Maintenant, je savais. Il utilisait le chalet comme une vitrine informelle tout en essayant de sécuriser une nouvelle levée de fonds pour l'une de ses expansions professionnelles. Pas une structure de garantie directe, peut-être, mais assez proche pour que sa perte soit humiliante et matériellement dommageable. Il avait construit sa crédibilité autour d'un actif qu'il ne possédait pas. Très Richard Holloway. Vivien, de son côté, a changé de tactique instantanément. Des larmes ont rempli ses yeux si vite qu'elles auraient presque mérité des applaudissements.
Tu fais ça parce que tu nous détestes, a-t-elle crié assez fort pour que tout le monde entende. Parce que tu ne peux pas supporter de voir quelqu'un d'autre heureux. Non, ai-je dit. Je fais ça parce que vous avez tous les deux confondu ma patience avec une permission. Elle a ri à travers ses larmes, un son fragile et incrédule. Tu crois que ça te donne du pouvoir? Non, ai-je répondu. Je pense que l'autorité légale me donne du pouvoir. Ça le rend juste visible. Mon père a frappé la table assez fort pour faire teinter l'argenterie. Si tu fais ça, n'espère pas rester dans cette famille. Cela aurait fait mal, autrefois, aussi. Mais les menaces perdent de leur force quand elles proposent de retirer ce qui a déjà été retenu pendant des années. Vous m'avez invité par pitié, je lui ai rappelé. Vivien m'a traité de raté. Vous avez tous les deux très clairement défini ma place. J'ajuste simplement mes actifs pour qu'ils correspondent à votre honnêteté. Les larmes de Vivien ont disparu. À leur place, quelque chose de plus laid. Misérable, jalouse, attention, ai-je dit doucement. Ou quoi? J'ai soutenu son regard. Ou je commence à dire tout haut pourquoi tu as vraiment besoin de ce chalet. Cela a touché la cible. Son visage a perdu ses couleurs. Contrairement à mon père, dont le besoin était un égo lié à l'argent, le besoin de Vivien était plus fragile. J'en savais assez, grâce à l'une de ces fuites familiales accidentelles qui arrivent quand les gens supposent que vous êtes invisible, pour comprendre qu'elle utilisait le chalet pour de l'hospitalité client non déclaré, lié à une campagne déjà sous audit interne dans son cabinet. Rien d'assez scandaleux pour être criminel, mais assez compromettant pour nuire à sa carrière si la mauvaise personne commençait à demander pourquoi certaines retraites stratégiques privées n'apparaissaient jamais dans les notes de frais officielles. Mon père s'est tourné vers elle, surpris. De quoi parle-t-elle? Vivien a répliqué, de rien. Elle bluffe. Mais elle n'avait pas l'air d'y croire. J'ai fouillé dans mon sac, non pour faire du drame, mais parce que j'avais pris une décision supplémentaire en m'asseyant dans cette bibliothèque. Avant de revenir, j'avais ouvert mon téléphone, lancé l'enregistrement et l'avais glissé écran contre le cuir de ma pochette. Pas parce que je prévoyais de le publier, non, parce qu'après des années à être traité comme la personne instable, je voulais que la vérité soit préservée par leur propre voix, pour une fois. Mon père s'est approché. Écoute-moi très attentivement, a-t-il dit. Tu vas appeler qui que ce soit que tu as appelé, et tu vas arrêter ça ce soir. Non. Vivien a contourné la table, furieuse. Tu sais ce que les gens vont dire quand ils apprendront que tu as vendu le chalet de grand-mère à des étrangers? Tu comprends à quel point ça te rend dégoûtante? Je me suis levé aussi. Ça dépend de qui raconte l'histoire en premier. Ses yeux ont involontairement plongé vers mon sac. Bien. Qu'elle s'interroge. Le ton de mon père est devenu glacial. Si tu sors d'ici avec ce plan, je m'assurerai que tu ne puisses plus jamais utiliser le nom de cette famille, ses contacts ou son soutien. J'ai failli avoir pitié de lui à ce moment-là. Un homme si habitué à une déférence héritée qu'il croyait encore que l'exil fonctionnait comme une punition contre des personnes qui avaient déjà survécu à la négligence. Tu peux garder le nom, ai-je dit. Je garderai l'acte de propriété. Puis j'ai pris mon manteau et je les ai laissés là, lui furieux, elle en train de se décomposer. Tous deux comprenant enfin que la personne qu'ils avaient invitée pour l'humilier avait passé toute la soirée à mesurer précisément combien de dégâts leur mépris avait laissé à découvert. Le crochet qu'ils pensaient avoir sur moi était l'amour. Le vrai crochet avait toujours été la paperasse. Les 7 jours suivants furent la semaine la plus nette de ma vie d'adulte. Émotionnellement brutale et logistiquement efficace. C'était la seule façon d'y survivre. Au lendemain du dîner, j'ai rencontré la chuteuse de Daniel par appel vidéo, une romancière veuve nommée Eleanor Price, 62 ans, pragmatique, indifférente à la mythologie des Holloway. Et plus intéressée par la qualité de la glace sur le lac en janvier que par tout discours sentimental que j'aurais pu tenir. Elle cherchait une propriété de retraite depuis des années, un endroit assez privé pour écrire et assez proche de la ville pour les urgences. Elle a adoré le mur de la bibliothèque, le ponton, l'ancienne cheminée en pierre. Elle ne se souciait pas de savoir quel nom la propriété portait autrefois. Je l'ai appréciée instantanément rien que pour cela. Nous sommes allés vite. Pris pour la discrétion. Inspection annulée sauf pour l'essentiel, car elle achetait le lieu, pas la fantaisie. Chaque document que Daniel envoyait était comme une lame tranchant les vieilles illusions. Confirmation de titre, accord de vente, répartition fiscale,
calendrier de transfert. J'ai signé électroniquement depuis mon appartement à Lyon, une tasse de café à portée de main, la photo de ma grand-mère retournée sur le bureau parce que je ne pouvais pas supporter de la regarder en le faisant. Non pas par honte, mais parce qu'elle me manquait trop. À chaque signature, un souvenir remontait. L'été sur le ponton, lisant près du poêle. Vivien, à 16 ans, ricanant parce que grand-mère me confiait les clés et pas à elle. Mon père qualifiant la propriété de chalet familial en public tout en me rappelant en privé de ne pas être difficile quand je l'interrogeais sur l'usage professionnel qu'il en faisait. Une signature pour chaque compromis que j'avais pris pour de la paix. Et puis, il y avait les comptes. C'est la partie que les gens extérieurs comprennent toujours mal dans ce genre d'histoire. Ils imaginent la vengeance comme un acte dramatique. En réalité, le pouvoir le plus profond réside souvent dans les structures administratives que personne de glamour ne prend la peine d'apprendre. Au fil des ans, parce que le chalet était légalement le mien, et que mon père et Vivien trouvaient toutes les tâches administratives au-dessous d'eux, divers comptes de dépenses étaient restés liés à des entités sous mon autorité. Prélèvements automatiques pour l'électricité, contrat de maintenance, carte de dépôt pour événements, un compte de commodité partagé initialement créé pour simplifier les dépenses de la propriété, qui avait progressivement métastasé en un système de soutien caché pour leurs habitudes. Ils supposaient que c'était permanent parce que je ne les avais jamais forcés à le remarquer. Je n'ai pas touché à un centime qui n'était pas le mien. Je n'ai rien falsifié. J'ai simplement fermé ce que j'avais l'autorité légale de fermer. D'abord le compte de dépenses partagé, puis les cartes de crédit liées, puis la carte de remboursement que Vivien utilisait pour ses réceptions, puis la ligne de réserve dans laquelle mon père puisait quand ses factures fournisseurs devançaient ses liquidités. Chaque clôture déclenchait des notifications que la banque enverrait en temps voulu. Chaque clôture signifiait qu'il n'y aurait plus de coussin invisible entre leur train de vie et ses conséquences. Daniel m'a conseillé de garder tout cela immaculé. Pas de théâtralité, a-t-il dit. Laisse les institutions parler. Il avait raison. Le 4e jour, la vente a été officiellement finalisée. Le 5e jour, les fonds sont arrivés. Je suis resté à fixer le chiffre sur mon compte et je n'ai ressenti aucun des triomphes que les gens imaginent quand l'argent entre en jeu dans ces moments-là. Ce que je ressentais était plus léger et plus étrange, l'absence d'appréhension. Pour la première fois depuis des années, aucun actif hérité ne me liait à leurs accès. Aucun lieu familial que je devais préserver tout en étant moqué par ceux qui l'utilisaient. Aucun futur week-end où l'on attendrait de moi que j'arrive, souris, subventionne et parte. Le 6e jour, j'ai appris autre chose qui a rendu le tout encore plus tranchant. Par le biais d'un donateur de musée qui connaissait quelqu'un dans le cercle de Vivien, les gens riches pratiquent le commérage avec une efficacité étonnante. J'ai entendu dire que Vivien s'agitait discrètement pour expliquer à un client majeur pourquoi une salle de réception privée en Suisse, qu'elle avait présenté comme un avantage exclusif, était soudainement indisponible. Pire, l'un des acheteurs que mon père courtisait pour un partenariat avait posé des questions sur un week-end d'été au chalet, supposant que cela faisait partie du forfait de style de vie que Richard avait laissé entendre autour de ses opérations. Cette possibilité avait disparu. Non pas parce que je l'avais exposé publiquement, mais parce qu'il avait construit une stabilité perçue sur une propriété qu'il ne possédait pas. C'était la vraie leçon de la semaine. Je ne détruisais pas leur vie. Je retirais mon nom de l'échafaudage. Au 7e jour, je savais que les premiers relevés et notifications allaient arriver. Confirmation de clôture de compte. Alerte de retard de paiement non plus amorti par les transferts de réserve. Hypothèse renversée. L'expression « leur argent avait disparu » n'était pas totalement littérale. Bien sûr, ils avaient encore de l'argent. Ce qui avait disparu, c'était la structure cachée qui les faisait se sentir plus riches, plus en sécurité et plus maîtres de la situation qu'ils ne l'étaient réellement. Et le plus satisfaisant, ils savaient que quelque chose se passait, mais pas tout. Mon père a appelé 3 fois. Vivien a appelé 9 fois. Les messages vocaux allaient des menaces au marchandage, en passant par une indignation soigneusement formulée et déguisée en inquiétude. J'ai tout sauvegardé. Je n'ai répondu à personne. Certains pensent que la vengeance est bruyante. Ma préférée est administrative. Elle arrive dans des enveloppes blanches, des notifications bancaires et la réalisation progressive que la personne que vous traitiez comme une note de bas de page était en fait votre tampon contre la réalité. Les relevés bancaires ont commencé à arriver un mardi. Mon père a appelé en premier à 7h12, ce qui m'a appris 2 choses immédiatement. Il avait vu les avis lui-même et, pour une fois,
il n'avait pas pu enterrer la panique sous une journée entière de faux calme. J'ai laissé les 2 premiers appels aller sur la messagerie. Au 3e, j'ai décroché. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-il exigé sans salutation, sans hésitation, sans même faire semblant qu'il s'agissait d'un malentendu. Je me tenais dans ma cuisine, regardant le matin gris de Lyon, et je me suis servi un café avant de répondre. Bonjour à toi aussi. Ne joue pas avec moi, Claire. Le compte de dépenses de Suisse est fermé. La ligne de réserve a disparu. 2 cartes ont été résiliées. Les relevés montrent des soldes impayés qui auraient dû être couverts depuis des jours. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris une gorgée. J'ai fermé les comptes liés à la propriété que j'ai vendue. Il a arrêté de respirer une seconde. Alors tu l'as vendue? Oui. Tu es une stupide vindicative, il s'est coupé. Probablement parce que la colère ne fonctionnait pas et qu'il le savait. Claire, écoute attentivement. Cette vente doit être annulée. Les ventes ne fonctionnent pas comme ça. Tu as endommagé des affaires en cours. Non, ai-je dit. Tu as fait ça quand tu as construit des attentes commerciales sur ma propriété. Le silence sur la ligne, cette fois, était plein de rage, trop dense pour le langage. Puis il a baissé la voix. Tu comprends ce que tu m'as coûté? Voilà encore. Pas ce que j'avais coûté à la famille. Pas ce que j'avais fait à la mémoire ou à l'héritage. Lui. Plus que tu ne comptais me l'admettre, apparemment. Il a alors explosé. Accusation, déloyauté, folie. Une dernière phrase qui semblait presque théâtrale dans son désespoir, tu finiras seul si c'est comme ça que tu traites ton propre sang. C'était toujours l'arme ultime dans les familles comme la mienne. Pas la raison, pas la responsabilité, mais la peur de l'abandon et la malédiction qu'il place sur l'enfant qui cesse enfin de se porter volontaire pour être consumé. J'ai attendu qu'il finisse et j'ai dit très doucement, alors, au moins, je mourrai avec mon nom retiré de ta paperasse. J'ai raccroché. Vivien est arrivé 2 heures plus tard en personne, parce que bien sûr, elle l'a fait. Elle ne faisait jamais confiance à la distance pour faire le travail de manipulation quand la beauté et la performance pouvaient encore fonctionner en direct. Elle avait l'air dévastée, mais de façon raffinée, cheveux parfaits, visage pâle, lunettes de soleil trop grandes, la fureur vibrant juste sous la surface. Je l'ai laissée entrer dans le hall de mon immeuble, mais pas dans mon appartement. Tu as tout ruiné, a-t-elle dit dès que les portes se sont fermées derrière elle. Bonjour, Vivien. Ne fais pas ça. Elle s'est rapprochée. Tu sais ce qui est arrivé sur mon bureau aujourd'hui? Remboursements annulés, clôture de compte, questions sur les frais d'hospitalité passés. Mon cabinet demande déjà pourquoi j'ai utilisé un lieu privé qui n'est plus disponible via les connexions familiales. Tu comprends à quoi ça ressemble? À quoi? À une professionnelle qui aurait dû documenter ses arrangements plus soigneusement. Sa bouche s'est crispée. Tu trouves ça drôle? Non, je trouve que c'est arrivé depuis longtemps. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me gifler. Au lieu de cela, elle a ri, mais le son est sorti brisé et laid. Tu as toujours voulu ça, pour nous voir tomber. C'était le mensonge dont elle avait le plus besoin. Parce que si j'avais toujours voulu ça, alors elle n'avait pas à admettre qu'elle avait construit son sentiment de supériorité sur ma conformité. Non, ai-je dit. Je voulais une famille qui ne m'invitait pas à dîner par pitié. Elle a détourné les yeux la première. Puis elle a tenté une dernière tactique, les larmes. Pas bruyante. Pas dramatique, juste assez de brillant dans les yeux pour suggérer la sororité, la perte, le regret. Claire, a-t-elle dit doucement. On a grandi là-bas. Moi aussi. C'était celui de grand-mère. Et elle me l'a laissé. On ne peut pas remplacer ce que cela signifiait. Tu as raison, ai-je dit. C'est pour ça que ça comptait que vous me traitiez toutes les deux comme de la boue tout en l'utilisant. Elle a dégluti. Qu'est-ce que tu veux de nous? La vérité m'a surprise moi-même par sa rapidité. Rien. C'est ça le point, parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas au sujet de la libération. Le pouvoir final ne réside pas dans le fait de les voir ramper. C'est dans le fait de ne plus avoir besoin de leurs excuses pour avancer. Elle m'a fixé longtemps, et dans ce regard, j'ai enfin vu ce que j'avais voulu voir des années plus tôt. Pas vraiment du remords, mais l'effondrement d'une certitude. Elle avait vraiment cru que je continuerais à tout absorber, la moquerie,
l'administration, les coûts, le mythe familial. Et maintenant, elle se tenait devant moi, élégante et effrayée, réalisant qu'une semaine avait suffi pour que son monde révèle à quel point il reposait sur la sœur qu'elle appelait une ratée. Mon cabinet pourrait me licencier, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée et j'ai pensé au dîner, à son rire, au mot « tu es une ratée ». Alors peut-être, ai-je dit, aurais-tu dû apprendre plus tôt à ne pas confondre dépendance et supériorité. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Nous sommes restés là en silence un moment. Puis j'ai fait une dernière chose. Pas cruelle, juste précise. J'ai ouvert mon téléphone, appuyé sur lecture du fichier audio que j'avais enregistré cette nuit-là dans la verrière, et je l'ai tenu là où seule elle pouvait entendre. Sa propre voix, claire comme du cristal, nous ne t'avons invité que par pitié. La menace de mon père, sa panique, toute cette petite scène pourrie. Son visage est devenu blanc. Tu nous as enregistrés ? J'ai documenté mon environnement de prise de décision. C'est malade. Non, ai-je dit, c'est prudent. J'ai arrêté l'audio et glissé le téléphone dans ma poche. Si l'un de vous continue à me menacer, ai-je ajouté, je deviendrai beaucoup moins sentimental concernant la vie privée. Cela a suffi. Non pas parce que je comptais publier quoi que ce soit, mais parce qu'elle a enfin compris que l'époque où j'étais la cible non protégée de la famille était révolue. Elle est partie sans un mot de plus. Plus tard dans la soirée, alors que la ville s'obscurcissait et que mon appartement s'installait dans le calme, je me suis assise près de la fenêtre, une couverture sur les épaules, et j'ai regardé l'email confirmant la répartition finale de la vente. Le chalet était parti. Les comptes étaient fermés. Les relevés étaient arrivés. Leur argent n'avait pas vraiment disparu. Pas chaque dollar. Mais la stabilité empruntée, l'accès caché, la confiance qu'ils portaient comme un héritage, tout cela avait disparu. Et c'était suffisant. Mon père m'a invité à dîner juste pour se moquer de moi. Une semaine plus tard, le chalet familial était vendu, les comptes joints clôturés, et les relevés bancaires ont commencé à arriver. Ils voulaient me faire croire que j'étais la ratée de la famille. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que j'avais été la seule raison pour laquelle leur version du succès tenait ensemble. Alors dites-moi, quand la famille ne vous aime que tant que vous restez utile, appelez-vous encore cela de la loyauté si vous partez ? Ou appelez-vous cela enfin la liberté ? Ce qui m'a le plus frappé dans cette histoire, c'est que la trahison la plus profonde ne vient pas des étrangers, mais des personnes qui auraient dû protéger Claire le plus. Sa réponse ne fut pas une colère irréfléchie, mais un respect de soi calme et délibéré, ce qui rend la fin encore plus puissante. C'est ce qui vous reste en tête.